le gouvernement a le devoir de niveau. Il se prévaloir, selon vous, d'avoir une politique sanitaire bien huilée aujourd'hui? Dire oui, c'est trop osé. Mais je pense que il faut une amélioration continue. Dire oui, c'est trop osé. Oui, c'est trop osé. Alors là, Ouais. mais tout à l'heure, vous disiez que la santé est une priorité. Oui. Et qu'on doit veiller à ce que la qualité au niveau du système sanitaire soit une réalité. C'est un impératif catégorique, nous l'avons dit. Oui. Et mais dire oui à à cette question, vous trouvez que c'est osé? Oui, c'est osé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que j'ai dit que c'est trop osé de dire que nous sommes au top niveau en matière de prise en charge, en matière de la santé de notre population. Je pense que quel que soit le niveau de la santé de la population, il faut être dans un souci d'amélioration continue. Et ne pas dire que c'est déjà acquis et on dort sur les lauriers. Non, c'est l'amélioration continue. C'est pour cela que je dis que dire et se prévaloir qu'on est OK en matière de système de santé, non. Mais on a une politique sanitaire, certainement. Oui, on a une politique sanitaire. Je pense que depuis un certain moment, ce système a été scanné et un travail organisationnel est en train d'être fait depuis un certain moment pour pouvoir mieux planifier et comment on appelle, travailler sur la durabilité et la viabilité de notre système de santé afin d'apporter un plus-value à notre population. Est-ce que c'est ce souci qui amène à parler de l'Arche? On en entend parler ces derniers moments avec le gouvernement de la rupture. Oui, je pense que la question de la couverture sanitaire universelle est une priorité, normalement pour toute nation qui veut le bien-être de sa population, doit pouvoir développer une politique sociale, un projet social. Un projet social, ce n'est pas pour distribuer des ressources matérielles et financières à une population, mais c'est de s'assurer que cette population se soigne très bien et arrive à s'instruire correctement. Et donc, le projet H étant un projet de renforcement de capacité, de renforcement du capital humain, et le renforcement du capital humain passe par une bonne couverture de santé universelle. Et donc, la couverture sanitaire, c'est de s'assurer que les soins de santé sont financièrement accessibles à la population. La barrière financière, c'est de lever cela, et la barrière géographique. Rapprocher les soins de santé de la population, c'est un grand défi, mais aussi, quand la population tombe malade, ne réfléchissent pas comment elle doit faire avant de se rendre à l'hôpital. Mais la barrière financière doit être enlevée pour le bien-être de la population. Et ça, c'est un grand défi. Et c'est ça le travail de H qu'on est en train de faire pour que ceux qui sont, et à partir de ceux qui sont extrêmes, dans l'extrême pauvreté, et de façon progressive, on va totalement couvrir toute la population. Pour que lorsque quelqu'un tombe malade, elle le réfléchisse d'aller à l'hôpital. Et non cherche à réfléchir, attendre son mari qui est allé au champ avant d'aller à l'hôpital. Les références tardives font que nous avons des décès en cours de route qui ne sont pas comptés. Nous avons des décès à domicile qui ne sont pas comptés. Et donc, plus on vient à l'hôpital en état de détresse, plus les agents de santé sont beaucoup plus sous pression. Et donc, nous pensons que le projet H, c'est pour, en réalité, permettre à la population de se rendre de façon spontanée à l'hôpital et non se sentir obligé lorsque on ne peut plus gérer. Nous avions dit tantôt que la santé c'est une priorité. Oui. Et dans notre pays, le constat qu'on a fait, il y a même la gratuité de l'enseignement. Bien sûr, on ne va pas dire que l'éducation n'est pas une priorité, mais rendre la santé, les premiers soins gratuits, ne serait-ce pas justice à ce niveau? Oui. Une justice qui serait faite, je dirais. Oui, je pense qu'une population, que on arrive véritablement à organiser, ça c'est important. Vous aviez parlé de la barrière financière qui devrait être levée. Oui, et donc
pour lever la barrière financière, ça c'est le défi, ça c'est un objectif. Mais pour atteindre ça, il faut arriver à organiser. Il y a franchement du préalable. On ne peut pas, par coup de tête politique ou quoi que ce soit, parce qu'on a rêvé, franchement, dit c'est gratuit à partir d'aujourd'hui. Il faut véritablement scanner le système, faire du focus par rapport à ce défi et travailler à planifier, savoir ce que ça engendre et quelles sont là où on va trouver les ressources supplémentaires pour faire face à ce défi. Financer le système, puisque le système étant sous-financé, décréter la gratuité aujourd'hui, comment nous allons trouver les ressources supplémentaires? Les différents acteurs devront être consultés. Les acteurs de soins, les gestionnaires de ressources en santé, l'État et les groupes organisés de la société devront s'organiser pour savoir, pour prendre conscience que la santé étant une priorité, nous devons nous orienter sur cette valeur ajoutée pour les patients. Les centres de santé, ce sont les usagers et les travailleurs. Quelle collaboration devra régner entre ces deux acteurs, M. Aloroto? Les centres de santé, c'est les usagers, les agents de santé. C'est comme vous me dites, l'hôpital et moi. L'hôpital et vous. L'hôpital et moi. Quelle est la relation à ce jour? Je pense que si nous allons être directs, et je dirais que la population, le niveau de déception par rapport, je suis agent de santé, mais je peux vous dire que l'hôpital et moi, les attentes ne sont pas comblées de la population. Ça, il faut oser le dire. Les attentes ne sont pas comblées. Et il va falloir que la population, d'abord les agents de santé, comment on appelle, fassent leur auto-évaluation pour faire face aux défis, aux enjeux actuels, mais aussi la population soit sensibilisée sur leurs droits et devoirs envers l'agent de santé, pour que la collaboration soit au bénéfice. Le serment d'Hippocrate, il est là? Oui, le serment d'Hippocrate est là. Vous savez, le système de santé, nous avons un problème. Nous ne savons pas qu'on n'a pas de compétences et des gens bien calés en matière de santé au Bénin. Nous l'avons. Mais nous souffrons d'un problème d'organisation et de processus dans notre pays. Pourquoi, quand nous, les agents de santé, nous les agents de santé, nous allons étudier à l'extérieur, ou bien les Béninois à l'extérieur, on dit qu'ils sont des meilleurs médecins. Ils travaillent dans un système. Et pourquoi, quand nous allons étudier, on ne se demande pas sur quelle organisation est fondée, est basé ce système de santé pour qu'on travaille de façon fluide et que tout se passe très bien, la population est très bien soignée. Et que, quels que soient nos bagages intellectuels, nous revenons dans le pays, on est en inhibition d'action. On n'arrive pas à déployer toute l'énergie qu'on déploie à l'extérieur. Je pense qu'au-delà de tout, ce qu'on peut dire, l'agent de santé au Bénin, quelle que soit toute sa motivation, le système, il faut revoir l'organisation à tous les niveaux pour lui permettre d'être à l'aise et travailler. Que ce soit sa motivation, ses convictions personnelles et la conviction de l'hôpital, il faudrait qu'on travaille là-dessus et organiser le système. Que ce soit ceux qui sont les gestionnaires en ressources en santé, les gestionnaires en ressources en santé et les fournisseurs de soins travaillent en collaboration et le toute action, c'est valeur ajoutée pour le patient. Si tout ce que nous faisons n'a pas une valeur ajoutée directe pour le patient et tout le reste sera voué à l'échec. Dites-nous, monsieur Aloroto, ce que valent vraiment nos hôpitaux aujourd'hui. Vous voyez, c'est une question directe. Et je vous donnerai une réponse directe. Nos hôpitaux sont malades. Ah, oui. Les hôpitaux qui sont censés accueillir les malades. Et puis celui qui est malade ne peut pas soigner. Ça, je vais direct avec vous. Les hôpitaux sont malades et sont sous-financés. Je l'ai dit au départ. Le matériel et les infrastructures, tous sont mal entretenus. Mal entretenus. Et ça, c'est grave. Pour le diagnostic, ça ralentit, ça augmente le temps d'attente du malade. Le temps d'attente du malade, le temps d'abord de consultation,
le temps de diagnostic, le temps de traitement, le temps de sortie. Et lorsque nous allons travailler sur ce processus pour permettre aux malades d'avoir des soins de santé dans un meilleur délai et pour que les rendez-vous ne soient pas élastiques, pour un mal que je traîne et que je dois faire le diagnostic, je dois faire 3 mois pour attendre pour pouvoir avoir accès à mes résultats, je pense que quelque chose ne va pas. C'est pour cela que nous avons dit que le système est malade et qu'il faut travailler l'organisation. Et pouvoir, le peu que nous avons, le matériel, il faut arriver à s'approvisionner de consommables, de matériel de qualité. De qualité parce que le pauvre achète ce qui est de qualité qui dure dans le temps. Il ne faudrait pas que quand le matériel se garde dans notre système, il faut attendre un long processus, il faut référer les malades tout le temps pendant des mois avant de réparer l'appareil, sinon carrément c'est rangé dans les couloirs et puis voilà, et puis ça en est fini et l'agent perçoit son salaire. Je pense qu'il faut arriver à anticiper. C'est ça ce que je parle du système qui est malade. Et puis, vous voyez, si le système est sous-financé, cela voudrait dire quel que soit l'engagement du personnel, le personnel est sous-payé et souvent démoralisé. Les médicaments souvent indisponibles. Rupture de médicaments. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle un système, un hôpital malade. C'est ce que je mets dans notre hôpital malade. Tant que la satisfaction du patient, celui qui vient à l'hôpital, il n'est pas satisfait. Je pense que la personne qui fournit les soins est malade et ne sait pas ce qu'il fait. Alors, vous parlez du mauvais entretien. Est-ce que c'est le fait des agents? Est-ce qu'on peut aussi parler de l'incivisme de ces agents? Mauvais entretien du matériel. Quand nous parlons de mauvais entretien ou bien la maintenance de ces appareils, vous voyez, j'invite vraiment les journalistes et puis ceux qui font des investigations à voir les couloirs, le corridor de nos malades dans les hôpitaux pour voir un peu le matériel jeté un peu partout. Et que est-ce qu'un pays sous-développé va tout le temps changer de matériel? Va tout le temps, le matériel gâté, on envoie ailleurs. Je pense qu'il y a une organisation à mettre en place avant l'acquisition du matériel, son entretien, les maintenanciers, au Bénin, le système de maintenance des appareils, du matériel au Bénin, le matériel sanitaire doit être revu pour le bien du patient. Pour éviter des pannes intempestives pour qu'on réfère à des kilomètres, à 500 km, à 200 km, à 300 km, un malade. Pour un examen de 20 000 ou bien de 15 000, il fait un déplacement de 30 000. Est-ce que cela a une valeur ajoutée pour le patient? Non. C'est pour dire que c'est un constat de voir qu'il y a rupture. Le constat que vous faites pose un problème de gouvernance, sans doute. Ouais. Alors, comment appréciez-vous la gouvernance dans le secteur public? Il y a 2 secteurs dans ce milieu, le secteur public et le secteur privé. On va d'abord parler du secteur public, sa gouvernance. Le secteur public, elle est catastrophique? Non, je ne vous dirai pas catastrophique. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en marche. Et le peuple béninois est en marche avec les gouvernements successifs. Et ce gouvernement, actuellement, depuis un certain moment, est en train de réorganiser, de développer un programme de gouvernance pour aider les différents acteurs. Même dans ce studio, il y a quelques années, nous en avons abordé pour dire qu'il faut démédicaliser, entre griffes, pour ceux qui me comprennent, l'administration. Démédicaliser, oui. Expliquez-nous ça. Quand on dit démédicaliser, c'est peut-être trop dit, mais il ne faudrait pas qu'un fournisseur de soins, un agent de santé qui est censé être au pied du malade, parce que nous avons plus de besoins de santé que d'agents de santé. Et donc, que le peu d'agents de santé que nous avons aillent s'asseoir dans de l'administration pour gérer du papier, nous en avons parlé ici. Pour dire qu'il ne faudrait pas mélanger l'administration de l'hôpital à la fourniture de soins. Nous en avons discuté ici et un travail est en train d'être fait. Vous voulez dire qu'il faut confier la gestion de nos hôpitaux aux administrateurs qui sont formés pour non aux médecins. Et cela a été déjà fait. Et cela, je passe par ce canal pour dire que c'est un travail impeccable. Il reste maintenant à mettre l'organisation qu'il faut en place. Et déjà, il y a un arrêté interministériel qui a été signé pour dire déjà comment les revenus
les recettes de l'hôpital doivent être gérées désormais, les hôpitaux de zone, les hôpitaux au niveau départemental, les CHU, comment ça doit gérer. C'est déjà un grand pas. Mais il faut maintenant discuter et voir maintenant l'organisation, comment le processus, comment la gouvernance, un chef service, unité médico-technique, comme au niveau administratif, comment ils doivent travailler pour le bien du patient. Toute activité dans un hôpital doit s'orienter vers la satisfaction du malade. Tout ce qui reste serait sans valeur ajoutée, il faut l'éliminer. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire maintenant, éliminer tout ce qui est gaspillage en milieu hospitalier, parce que le pauvre ne doit pas gaspiller. Et si on se retrouvait dans le secteur privé, que dire à ce niveau? Je dirais que le secteur privé aussi a un problème. Il est mieux organisé ou bien qu'est-ce qui se passe? Bon, à voir de près, l'organisation actuelle confie, je dirais, la gestion des privés. Les privés sont, pour avoir un privé au Bénin, il faut être médecin, ou bien une association de médecins pour avoir l'autorisation d'avoir une clinique. Donc, quand vous avez l'autorisation, ça fait de vous automatiquement chef d'entreprise de santé. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui au niveau du secteur privé, c'est d'outiller ces médecins qui ont des structures privées pour avoir des outils de gouvernance et de management pour que leur structure dure dans le temps. Parce que la santé de la population, il n'y a pas public, il n'y a pas privé. Nous devons travailler et qu'il doit y avoir un mode de gouvernance commune à tout le monde et de management et de leadership pour mieux satisfaire la population. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, accompagner les privés pour avoir ce résultat. En termes de comparaison, il y a du mieux dans le privé? Oui, je pense que le privé est organisé, mais il manque juste la question de durabilité et de viabilité dans le temps. Les privés pensent développement, mais parfois ne pensent pas les soins directs aux patients. Pensent développement, pensent mercantile. Alors, j'allais juste poser cette question qui part d'un constat. C'est le mot que vous utilisez dans le milieu des médecins, je crois, dans nos hôpitaux, référer quelqu'un. Lorsque un malade se retrouve dans un hôpital public, parfois on l'envoie vers le privé pour qu'il trouve satisfaction. Mais je pense que... Alors que le public devrait être mieux loti. Je pense ça, que c'est le gouvernement. Le système sanitaire est organisé. Le système sanitaire, il y a une pyramide sanitaire. Et au niveau de chaque département, on sait le centre hospitalier de référence. Mais si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si le matériel ou bien ce qu'on doit apporter aux malades ne se retrouve pas dans le public en ce moment, et qu'il y a un privé accessible géographiquement plus proche de là, et qui peut apporter le soin, c'est mieux pour le bien de la population de l'amener là. Nous sommes 10 millions d'habitants au Bénin, par exemple. Oui. Et 10 millions d'habitants seraient incapables d'acheter quelque chose qu'un individu peut acheter? Voilà la grande question. Oui, c'est pour cela que je vous dis que nous avons un problème d'organisation et de priorité. Nous avons un problème d'organisation et de priorité. Quelle est la priorité? Quelle est notre priorité? Nous tous, nous constatons des choses, personne ne veut en parler, personne ne veut rien dire. Et puis, le gouvernement a tellement... ils ont des défis, ils ont des priorités. Mais je pense qu'il va falloir que, à tous les niveaux, tous les acteurs, à tous les niveaux, que ce soit civil ou à tous les niveaux, s'organisent. Chef village, chef conseil, maire, à tous les niveaux s'organisent pour le bien de la population. Vous l'aviez dit tantôt, la santé ne connaît pas le privé ni le public. Oui. Mais il se fait que, bon, les deux secteurs existent. Et qu'est-ce que vous dites du partenariat public-privé dans le secteur sanitaire? J'ai fini mon mot de fin dans votre studio ici, la fois dernière, sur la santé n'a pas de couleur. Et je pense que pour avoir un résultat efficace, probant, et qui va durer dans le temps, il va falloir que les acteurs du privé effacent de la tête, je suis dans le privé. Je traite le malade en privé. Ceux qui sont dans le public se basent sur le caractère public pour traiter le malade. Mais je pense que lorsque nous prenons l'aide sanitaire, du moment où l'État autorise une structure sanitaire privée à s'ériger sur un aide sanitaire,
première des choses à faire, il faudrait que ce privé rende compte du travail qu'il fait à l'État. Et que l'État voit un peu les prestations du public sur les sanitaires là. On va se prendre au sérieux. Pour savoir que l'État agit ou les acteurs, les partenaires agissent en fonction du résultat. Et donc il faut affecter en fonction du résultat sur les sanitaires du moment où on a autorisé le privé. Si on l'autorise, c'est que c'est un travail social qu'il fait. C'est un travail qu'il soit confessionnel, qu'il soit privé, qu'on dit et lucratif ou non. C'est la santé, c'est du social. Ah, le social dans la santé, vous le savez bien. Si vous n'avez pas l'argent, mais vous allez mourir. Tranquillement, on vous regarde. C'est ce qu'on vit. Ah oui, mais c'est pour cela que je vous dis qu'il va falloir penser la santé de façon globale. Et non public à part, privé à part. Il faut penser la santé de façon globale. Et tous les acteurs, c'est déjà bien que le secteur privé commence par mieux s'organiser au Bénin aujourd'hui. Et l'État déjà a fait une convention avec la plateforme du secteur sanitaire privé et un travail est en train d'être fait. D'ici à là, je pense qu'un travail de façon globale doit être fait pour que dans ce secteur sanitaire et le privé et le public, nous travaillons pour le bien de la population. Il y a des fois, bien, face à des situations, on vous pose des préalables. Est-ce que vous êtes prêt à faire ci, à acheter ça, à faire ça? Est-ce qu'on peut commencer par soigner votre malade? Voilà des choses que nous vivons dans nos milieux sanitaires. Oui, aussi bien dans le privé que dans le public. Voilà des choses que nous vivons et parfois comprenez que des acteurs ont aussi le dos au mur compte tenu des enjeux et des contraintes à tous les niveaux que les acteurs de santé ont. Et donc, c'est dans l'évaluation, le suivi et continu, l'amélioration continue de ces services-là qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Donc, on ne peut pas se baser sur les souffrances actuelles, les conséquences actuelles. Il faut aller chercher les causes racines de nos problèmes actuels et apporter des solutions adéquates. Il ne faut pas se baser sur des conséquences parce que vous partagez ces conséquences. Tout ce qu'on dit là, c'est des conséquences de quelque chose qui est profond, qu'il faut chercher les causes racines. Et l'implication de la population dans le système sanitaire au Bénin, comment voyez-vous cela? Ben, je vois que la population, d'abord, comme je l'ai dit au départ, ne vient qu'à l'hôpital lorsque, franchement, ils sont dépassés. L'instantané. C'est quand il y a le pire. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui est à la base de la pression dans nos structures sanitaires. L'état de détresse permanent de la population qu'il faut gérer. Et donc, il va falloir l'implication de la population d'abord, c'est à ce niveau. L'automédication à la maison, jusqu'à se retrouver dans des états pour mettre l'agent de santé sous pression en mettant plusieurs sur la ligne face à un seul agent de santé. C'est ça le problème, c'est ce qu'il faut régler d'abord. Autrement dit, lorsque vous avez commencé par avoir une fièvre, il faut de l'instant. Il ne faut pas attendre que la fièvre monte à 40 degrés d'abord. Oui, appeler quelqu'un pour lui dire oh, j'ai les maux de tête, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que ça, il faut avoir l'instantané, le comportement qu'il faut aller spontanément à l'hôpital, dans le service de santé pour se faire consulter. Et donc, lorsque vous connaissez vos devoirs et que vous allez à l'hôpital de façon instantanée et qu'on dépasse la limite, vous avez les canaux de dénonciation. Le je n'ai pas de moyens, c'est le slogan de certains. Mais lorsque vous tardez, vous compliquez la vie avant d'aller à l'hôpital, ça empire votre situation. Vous vous retrouvez dans une situation de détresse. Vous êtes obligé de dépenser plus qu'avant. Donc si vous avez les maux de tête que vous venez, et au lieu de dépenser à peine 2500 mais 5000 francs pour régler ce problème, on n'en parle plus. Vous êtes là, vous avez pris des potions, plein de choses à la maison, et une semaine après, vous développez une maladie grave ou bien pas plus grave, cela va engendrer 100 000 ou 120 000. Vous allez dire que le système de santé coûte cher. Notre système coûte cher. Non. Je pense qu'il y a un comportement de spontanéité. Lorsqu'on ne se sent pas bien, qu'il faut cultiver au niveau de la population. Ça, c'est le premier niveau d'implication que je voudrais demander à la population. Le deuxième niveau de la population, c'est qu'ils ne soient pas complices du mal.
que les agents indélicats sur le terrain, public ou privé, qui ne sont pas autorisés à agir sur l'être humain et qu'ils ont conscience et qu'ils savent les tatas, les tontons dans les quartiers, il faut arriver à ne plus être en complicité avec eux. Je crois que le nettoyage se fait à ce niveau. Le nettoyage se fait, mais la population, il y a parfois la population qui accepte que leur fils, qui est soignant, il va manger, il a d'enfants, comment on va faire? On lui donne un peu, mais on l'aide à nous tuer à petits coups. Ça, c'est cette méconnaissance, cette ignorance de la population. Parce qu'ils ne maîtrisent pas réellement l'outil. Oui, ils pensent que le porter le bleu ou bien le l'enfant qu'on a envoyé, qu'il a appris à être soignant, qu'il est revenu, est déjà docteur, est déjà d'auto et est déjà major de toute la région qu'il faut appeler pour passer de maison en maison, pour faire des injections. Je pense que c'est terminé. Ah, mais les gens continuent de faire c'est terminé. Franchement, par vos ondes, je voudrais éviter la population. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus de soins à domicile. Il faut aller à l'hôpital. Franchement, si quelqu'un vous dit que je vais passer à la maison, vous injecter des produits, il faut refuser. Ah bon? Ce n'est pas normal. Si vous développez, s'il y a des réactions médicamenteuses, là, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens ont du plaisir à s'asseoir pour dire de venir leur faire injection à la maison, de faire du sérum à la maison, et puis voilà. On vous met même la perfusion. C'est quel plaisir ça? C'est quel plaisir ça? Et on s'en va pour un temps bien long avant de revenir. C'est quel plaisir ça? Je pense que le deuxième degré d'implication, c'est de dénoncer cette dérive de nous, les agents de santé. Quelle que soit la maladie. À tous les direction niveaux. hôpital. Direction hôpital, quel que soit ce que vous ressentez. Aussi petit que soit le bobo. Il faut aller à l'hôpital. Parce qu'il y a des risques. Parce que dans la population, il y a des gens qui vous disent non, ce que vous avez là, si on vous pique tout de suite, vous allez mourir. Et il y a des gens comme ça dans nos populations, surtout dans les villages, qui propagent ces informations et la population reste dans la chambre et meurt tranquillement d'une infection. Vous pensez qu'il y a des maladies qui ne refusent pas la piqûre? Les injections? Parce qu'il y en a. Dans nos traditions, on en parle. Nous avons nos réalités socio-anthropologiques. Mais lorsque vous avez une maladie, vous avez une fièvre, ou bien vous sentez quelque chose, et on vous prescrit, il faut aller à l'hôpital d'abord. Vous êtes en mesure, en tant que malade, de dire que je ne veux pas le traitement et repartir à la maison. Mais rester à la maison sans du tout aller à l'hôpital et dire maintenant, non, je ne vais pas à l'hôpital, je vais là-bas, on va me piquer. Non. D'abord, il faut savoir que lorsqu'on pose le diagnostic, lorsqu'on vous dit que vous êtes malade, on va vous faire ce traitement, vous êtes encore en état de liberté de crier pour dire que je ne veux pas, je rentre. Mais c'est ce comportement de rester à la maison sans même mettre le pied à l'hôpital que je refuse. On découvre le blabla en griffe, je ne sais pas comment vous le dites, avec votre langage de médecin. Pour chez un enfant, on est obligé d'aller à l'hôpital. Oui, il faut aller à l'hôpital. Pour savoir de quoi il est. Et quand on vous dit, voilà le problème que votre enfant a, vous avez le choix. Il faut savoir que la population, vous avez le choix de dire non ou de dire oui. On ne vous force pas au traitement. Alors, mais on vous indique le chemin. Le système sanitaire pourra-t-il prendre en considération la médecine traditionnelle au Bénin? Oui. Oui. C'est utile? Oui, c'est utile. C'est pour cela que il faut développer une nouvelle créativité. Il faut développer quand même une nouvelle créativité en fonction de nos réalités socio-anthropologiques pour accompagner le système de santé. Et je pense que les acteurs de santé en ont besoin. Je vous remercie. Il y a beaucoup de défis dont vous aviez fait cas tout à l'heure. Comment faire face à ces défis qui minent le secteur, étant donné que nous n'avons que de maigres ressources en Afrique pour le bien-être des populations? D'abord, pour relever ces défis, il faudrait qu'à tous les niveaux, nous prenions conscience que nous devons mettre des stratégies en place pour l'autofinancement de notre système sanitaire. Quel problème que ce soit partenaire technique et financier, projet, et on tend la main à l'extérieur. Je pense, en ce qui me concerne, que ceux qui envoient des ressources aussi de l'extérieur cotisent entre eux. Et je pense que dans nos populations, il y a des gens capables de financer la santé de la population. Et cette culture, ça c'est le premier niveau. Ça, laissons l'État est déjà le premier niveau. Nous n'avons pas la culture du don et du partage
pour la santé de la population. Il faut revoir notre mentalité. Non, 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 il faut revoir notre mentalité. Des gens qui se mettent dans l'association qui font des dons utiles. Je vous donne juste un exemple. Quand nous choisissons par exemple un hôpital, que ce soit à Ouida ou bien sur le lac, et qu'on fait des statistiques pour les enfants, statistiques des enfants qui viennent à l'hôpital en état de détresse pour on fait des transfusions sanguines. Peut-être que cette somme-là, c'est autour de peut-être de 3 millions, de 5 millions, pour, si on arrive, on fait statistique pour faire des poches de sang à tous ces enfants. Et qu'une association à Ouida ou bien sur le lac décide de remettre ces 3 millions, 5 millions à l'hôpital qui transfère là comme crédit pour aider la population, je pense que c'est des efforts louables. Et je pense que c'est de cette façon que nous-mêmes, on peut compter sur nous-mêmes pour financer la population, pour financer la santé de la population. Et donc, notre spontanéité à tourner vers l'extérieur, il faut. Moi, en tant que spécialiste, je déconseille à ce que, lorsque vous ne comptez pas sur vos propres forces, d'abord, ce que vous avez fait, votre créativité, avant de développer des stratégies à l'externe, toutes les fois où on vous donnera, vous n'allez pas bien entrer. Est-ce que nous avons aujourd'hui la chance d'espérer que le système sanitaire béninois aille mieux? Oui. À quelles conditions? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour la discipline qui s'en sort, pour l'organisation à petits coups qui se met en place. Le plus important, comme je l'ai dit au départ, c'est l'amélioration continue. Évaluer, continuer. Évaluer les écarts de résultats, voir les problèmes à résoudre, mettre des structures en place pour avancer. Et c'est le plus important. Et que chaque personne change de comportement au travail pour le bien de la population. Monsieur Alessandre Alovok, on vous a présenté en tant que consultant formateur, expert en management et administration des services de santé. Ce titre vous oblige à faire quoi dans le milieu sanitaire? D'abord, ce titre me... Vous n'êtes pas médecin? Non, je ne suis pas médecin. Vous ne piquez pas les malades? Je ne pique pas les malades. Mais j'accompagne... Vous ne diagnostiquez pas des maladies non plus? Non. J'accompagne les structures sanitaires à gérer au mieux les ressources de santé. C'est-à-dire? Le peu que vous avez, on vous aide à organiser et à l'orienter pour le bien du patient. Et voilà la compétence, que ce soit du niveau central jusqu'au plus petit niveau. Notre compétence nous oblige à avoir un regard critique, objectif sur le système de santé et conseiller les différents acteurs pour le bien-être du patient. Et vous le faites oui. Au quotidien? Oui, nous le faisons. À tous les niveaux, nous essayons de scanner, de parcourir et le pays, étudier tout système de santé pour donner nos appuis conseils aux structures sanitaires publiques et privées. Vers qui allez-vous? Avec les directeurs d'hôpitaux, les médecins-chefs et le ministère aussi, le cabinet du ministre, à tous les niveaux, les ONG et qui interviennent dans le domaine de la santé, qui nous font appel, qui connaissent leurs compétences. On les accompagne non seulement à quitter l'informel, mais aussi à fournir des soins de santé de qualité. Autrement dit, vous organisez le secteur sanitaire avec... Oui, avec notre compétence, nous essayons de faire de l'appui conseil, de l'accompagnement pour mieux organiser le système de santé. Vous êtes directeur de l'Agence de développement des services et programmes de santé. J'ai bien défini ça, c'est ça? Oui, oui. C'est bien ADSPS. Un de vos programmes touche le développement de la gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé. Parlez-nous-en. Oui, nous avons constaté que nous sommes dans un monde de spontanéité, dans un monde de digital et de l'innovation aujourd'hui. Et qu'il va falloir, face aux enjeux, aux défis actuels, réorganiser notre système. Tout ce qui se passe au Bénin, en un clin d'œil, c'est déjà aux États-Unis. Oui. D'ailleurs, cette émission est suivie aux États-Unis, en Allemagne et un peu partout actuellement. Déjà, nous devons prendre conscience que nous sommes dans l'ère de l'économie du savoir. Nous sommes dans l'ère de l'information et de l'instantané. Et qu'il va falloir aujourd'hui organiser le système de santé en s'appuyant sur des techniques cognitivo-comportementales, des techniques en neurosciences pour changer le comportement de l'homme au travail, parce que ça, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre des résultats. Et donc, le programme que nous développons là
c'est de former, d'abord de former tous les cadres, tous ceux qui ont des responsabilités, qui gèrent une équipe dans le système de santé. Ce programme est développé pour les former en leadership et en management innovant. Et l'innovation de ce programme, c'est de leur donner des outils qui permettra à chaque acteur de mettre des démarches prospectives solides et durables dans leur service pour pouvoir avoir continuellement de valeur ajoutée pour les patients. Donc nous voulons faire nous sommes en train d'organiser des formations pour tous les acteurs, du niveau central jusqu'au plus petit niveau, que vous soyez déjà responsable d'une unité. Le programme va s'étendre dans les écoles de formation de santé pour qu'au sortir, ils aient des outils pour pouvoir être des agents capables de répondre aux défis actuels de notre temps. Donc, après cette formation, nous organisons du suivi. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre des programmes de sérieux pour s'organiser. Organiser des structures pour le bien-être de notre population. Donc, ce programme permettra à ce que chaque acteur prenne conscience de ce que nous devons faire pour le bien-être de la population. Donc, après avoir formé tous ces acteurs, nous les accompagnons à devenir des acteurs de changement et à devenir des managers lean. Nous voulons faire de tous les acteurs de santé des acteurs lean. Quand on dit un agent lean, c'est un agent qui a un souci permanent de valeur ajoutée pour le patient. C'est-à-dire que quand on dit lean, c'est dégraisser, éliminer, détruire tout gaspillage sur son chemin pour le bien du patient. Pour être clean, certainement. Voilà. Il est lean et clean. Voilà. Justement. Monsieur Alessandre, alors, nous allons ouvrir l'antenne aux amis auditrices, auditeurs, pour qu'ils expriment leurs préoccupations. Vous devez bien mettre votre casque pour permettre, bien sûr, à nos amis d'exprimer leurs préoccupations et pour que vous puissiez leur répondre. 21 33 52 25 95 KPFM ou 97 KPFM, comprenez, et que ce sont les numéros que vous pouvez utiliser. Je vais reprendre pour vous: 21 33 52 25 97 22 77 36 ou 95 22 77 36. C'est pourquoi on dit 97 KPFM ou 95 KPFM. Bonsoir, auditeur en ligne. Je vais vous présenter Delphin Adomain depuis les Aguégués. Nous vous écoutons, monsieur Adomain. Merci à vous, monsieur Delphin Adomain, depuis les Aguégués. Un autre intervenant dans cette émission Questions actuelles, nous recevons monsieur Alessandre Alovok-Meou, auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter. Gervais quoi? José Gervais, depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons, monsieur José.
à l'autorité et pouvoir suivre pour le bien-être de la population. En ce qui concerne le comportement des agents au travail, M. Achille et la discipline, j'ai déjà dit que les agents de santé sont très motivés après leur formation. Ils ont la compétence. Mais notre système, l'organisation mise en place et le fait de ne pas avoir les outils de gestion de l'équipe qu'on a en charge pose problème, véritablement problème, et fait qu'ils sont en inhibition d'action. Et qu'il faut revoir nos organisations pour permettre à ce qu'il y ait un processus correct, des procédures correctes, qu'on sait de façon claire ce que chacun fait à temps réel dans le système et évaluer. Ce sont des conditions pour réussir véritablement l'accompagnement dans notre système. Tant que le système n'est pas fluide, que le système est opaque, chacun fera ce qu'il veut. On ne peut pas responsabiliser les différents acteurs quand il y a une faute qui se commet. Donc voilà ce que je peux lui répondre pour dire l'organisation doit se mettre en place à tous les niveaux et le comportement de chaque agent au travail doit être défini, évalué par des rencontres et puis on améliore au fur et à mesure. Et lorsque on va revoir ça, même si un agent accueille mal, sur les processus, la manière d'accueillir, on les a formés, on a standardisé et qu'on dit désormais, voilà, lorsque le carnaval, le système d'accueil qu'on a mis en place et que quelqu'un ne respecte pas et qu'on évalue, on saura. Et on enlève du système, c'est tout. Et on avance. Et on permet à la population d'évaluer l'implication de la population. C'est pour cela que déjà, c'est bien que nous aurons les élections au niveau communal, tout ça là. Il faudrait que les agents, les différents acteurs qui veulent véritablement être responsables de nos territoires prennent conscience que le contrôle, l'accompagnement du secteur de la santé, c'est de leur responsabilité aussi pour le bien-être de la population. Et pour ce qui concerne l'HIA, l'hôpital d'instruction des armées, tout ce qu'il dénonce comme il n'y a pas de lumière dans les salles, tout ce qui est et ce qui ne va pas au niveau de la maternité pour les femmes, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ça. Et ce qu'il a dit, je pense que, étant donné que nous sommes sur les ondes, les différents responsables de ces structures ou à divers niveaux pourront apprécier la situation et il constatera le changement dans les jours à venir. Et s'il n'y a pas de changement, il trouvera les voies et moyens pour rencontrer les autorités de cette structure. J'invite la population à avoir un comportement, je dirais, quand il constate quelque chose, de chercher à voir les différents responsables de cette structure ou les différents, chaque structure a un responsable. Parce que vous ne pouvez pas voir ce responsable, vous pouvez toujours vous rapprocher, chercher à voir au niveau départemental, le directeur départemental de la santé, puisqu'il a parlé du chef d'état-major des armées. Je pense que le chef d'état-major des armées, sa porte n'est pas fermée. Si vous voulez vraiment que les choses s'améliorent, il faudrait que le Béninois ose véritablement aller vers les responsables à ce niveau-là. Et s'il parle, si ça n'est pas fait, il a un droit en tant que citoyen d'écrire et de faire son constat à l'autorité et de faire ampliation à qui de droit pour qu'il y ait le changement dans le secteur. Donc, je les invite à agir et à poser des actes de changement en se rapprochant de façon, même s'ils ne sont pas les parents des malades et voient que quelque chose ne va pas, ils ont les numéros verts, ils savent comment se contacter les autorités pour que la population soit bien soignée. Donc c'est la même chose que pour ce qui concerne M. Gervais, c'est la surveillance et l'équipe de régulation. Il y a des commissions, des structures qui sont en train de mettre en place, qu'on est en train de mettre en place, et comment on appelle, tout ce qui est organisation, fonctionnement du ministère de la Santé aujourd'hui est en train d'être revu pour que les choses soient plus opérationnelles. Et puis, et que ces équipes-là, comme je l'ai dit, travaillent pour le bien-être de la population. Monsieur Alexandre, essayons de... Votre mot de la fin? Mon mot de fin, je vais dire en premier lieu
vous remercier, d'abord remercier Je vous en prie. le CAP FM, remercier les auditeurs qui nous ont écoutés et dire quelque chose de très important, que j'invite les autorités, leur courage qu'ils ont pris pour discipliner, pour réorganiser le système, à continuer dans ce sens pour pouvoir, entre griffes, démédicaliser tout le ministère de la Santé, toutes les administrations, les agents de santé qui puissent aider la population pour avoir des résultats probants et dans les jours à venir. Merci à vous, M. Alessandre Alovo-Krenou, le vrai visage du système sanitaire béninois, décryptage et approche de solutions. C'est de cela que nous avons parlé avec vous. Vous êtes consultant, formateur, expert en management et administration de services de santé. Vous êtes bien sûr le directeur de l'Agence de développement de la gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé ADSPS. Merci d'être passé sur cette émission Questions actuelles dont la mise en onde est assurée par Serge Yvon Kenra, réalisation et animation Lucien Dossou, notre guide intellectuel Jérôme Carlos est resté dans son coin pour nous accompagner jusqu'au bout. Chabel Zissou, c'est le webmaster qui a assuré le lien sur notre page Facebook. Agréable nuit à toutes et à tous. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro, mais en nouvelle diffusion de cette émission, c'est dimanche à 7h55. Ne ratez pas ce rendez-vous. On se revoit vendredi prochain. Agréable nuit de nouveau à toutes et à tous. Bye bye.